Bonjour à tous. Ce rapport analyse la situation énergétique au Sahel et propose différents scénarios pour voir comment les systèmes énergétiques pourraient évoluer d'ici 2030. Donc avant cela, euh, je voudrais juste préciser que si parmi vous, il y a des personnes qui ont fait partie des groupes de travail, que ce soit du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger ou du Tchad. N'hésitez pas à lever la main. Je vais consulter la liste des participants pour pouvoir aussi vous donner la parole. Je pense que notamment dans la deuxième partie de la session, ce serait intéressant si vous pouviez aussi répondre à certaines questions qui pourraient être posées par les participants. Donc aujourd'hui, on a dans ce groupe à la fois des gens qui sont de la région étudiée, le Sahel, mais je crois qu'on a également aussi des participants qui nous viennent du Bénin, de République démocratique du Congo et d'autres pays francophones d'Afrique. Donc on est ravis de pouvoir présenter cette étude régionale à des experts de la région, mais qui n'auraient pas eu l'occasion de travailler directement sur le rapport avec nous, ainsi qu'à des professionnels de l'énergie d'autres régions. Alors, quelques rappels pour poser le décor. Donc, comme vous savez, on se voit. Enfin, l'Agence internationale de l'énergie est vraiment une agence intergouvernementale qui est positionnée au cœur du dialogue sur l'énergie et sur les transitions. Il y a la COP qui aura lieu à Glasgow dans 2 semaines et l'AIE aura un rôle central pour informer les discussions sur comment évolue le système énergétique et les conséquences pour le climat. On travaille aussi beaucoup sur la question des financements, les financements qui parviennent aux technologies de transition énergétique, les financements de l'énergie en général. Et donc, on essaye d'éclairer les discussions sur la finance internationale, y compris la finance climat. L'AIE couvre vraiment toutes les énergies, toutes les technologies. On regarde autant les renouvelables que les hydrocarbures, les questions de sécurité énergétique. Et nous faisons 3 activités, si je puis dire. On travaille sur les données, donc on les collecte auprès de certains d'entre vous notamment, et on les publie. On formule des recommandations et des conseils pour les politiques publiques de l'énergie, mais aussi on essaye de soutenir la mise en œuvre et l'implémentation d'activités, que ce soit par de la formation ou par des programmes plus ad hoc. Il y a un programme qui est financé par l'Union européenne et qui concerne 10 pays d'Afrique subsaharienne, dont je mentionnais la RDC, le Bénin, le Sénégal et d'autres, où donc on a un certain nombre de formations, plus des activités régulières. Et donc nous sommes ravis de pouvoir proposer ce webinaire dans ce cadre. Si vous n'y êtes pas, n'hésitez pas à rejoindre nos communautés WhatsApp et LinkedIn pour avoir toutes les informations. Alors, aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter ce rapport qu'on a publié à Dakar le 30 septembre dernier, donc sur les transitions énergétiques au Sahel. Le rapport est disponible en ligne, en français et en anglais. C'est un rapport de 150 pages, mais avec beaucoup de données qui peuvent vous intéresser sur les pays de la région et beaucoup d'analyses également. Il y a une présentation là, que je vais vous faire aujourd'hui qui sera évidemment partagée, et cette session d'aujourd'hui est enregistrée et sera disponible sur YouTube. Alors, quelques points de contexte. Si on replace déjà ce rapport et ce travail, c'est un travail qui a été fait aussi avec le soutien des Pays-Bas qui contribuent à un programme de l'AIE pour regarder différentes régions africaines. Donc l'an dernier, on avait développé un rapport sur l'Afrique du Nord. Cette année, c'était sur le Sahel. Et l'an prochain, ce sera sur la Corne de l'Afrique et l'Afrique de l'Est. Alors, cette région du Sahel, nous, on l'a définie comme les 6 pays suivants: Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Et on a passé beaucoup de temps à essayer de collecter les données énergétiques de cette région. Donc, à nouveau, merci à tous ceux qui nous ont aidés dans cet exercice pour développer une meilleure compréhension des tendances de chacun des pays, mais aussi des tendances communes à la région. Et si on regarde un petit peu, eh bien, cette région du Sahel, c'est une région avec une population dynamique, une population jeune et qui est de plus en plus urbaine.
Et on voit aussi une croissance économique rapide au cours des dernières années et décennies. Pourtant, on voit aussi que la région est confrontée à de nombreux obstacles qui remettent en cause en fait certains objectifs de stabilité régionale et l'atteinte d'objectifs de développement socio-économique. Donc, il y a un certain nombre qui sont liés à l'énergie en tant que telle, comme le manque d'infrastructures énergétiques. Il y a aussi une grande vulnérabilité aux impacts du changement climatique, des taux d'électrification très faibles, et aussi des problèmes auxquels la région est confrontée en termes de tensions, de conflits, d'instabilité. D'après le HCR, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur des pays est passé de 1 à 3 millions juste au cours des 3 dernières années. Donc on a vraiment une problématique qui est davantage d'ordre politique, si je puis dire. Mais quand on regarde un petit peu la croissance démographique, la croissance économique et l'urbanisation, elles ont stimulé la demande en énergie et évidemment, cela provoque des aspirations pour le développement. Et ça offre donc des opportunités énormes pour faire évoluer les systèmes énergétiques dans une direction ou dans une autre. Et d'après notre analyse, on pense que si les décideurs politiques de ces 6 pays mettent au cœur de leur politique les objectifs de développement durable, d'ici la fin de la décennie, la région pourrait offrir l'accès universel et à la cuisson propre pour tous, augmenter la part des énergies renouvelables, notamment dans la génération électrique, et améliorer l'efficacité énergétique, c'est-à-dire utiliser un petit peu plus d'énergie qu'aujourd'hui, mais pour une économie qui serait 2 fois plus importante. Cela dit, suivre cette voie est possible, mais pour la suivre, il y a un certain nombre de difficultés, et notamment des questions de financement. Et des questions de financement qui se sont exacerbées par la pandémie de Covid-19, par les difficultés économiques qu'on connaît depuis 1 an et demi. Il y a également le changement climatique qui fait poser des risques importants sur l'agriculture notamment et qui augmente la vulnérabilité de beaucoup de systèmes. Et cela aussi met en évidence l'importance des interdépendances d'un secteur à l'autre. Quand on parle d'eau, d'alimentation, d'agriculture, c'est souvent lié à l'énergie et on observe que traiter de manière intégrée et holistique ces sujets est souvent une bonne manière pour améliorer l'efficacité, la productivité et la sécurité de ces ressources dans ces secteurs énergie, agriculture, gestion de l'eau. Voilà, donc ce rapport dont je vais vous détailler un petit peu les conclusions fournit une feuille de route pour que cette région puisse surmonter ces défis et atteindre un développement énergétique rapide. Alors, on va aller justement au cœur de l'analyse. Alors, si on regarde un petit peu, si on fait un aperçu de la région, aujourd'hui, il y a 100 millions de personnes dans ces 6 pays du Sahel. L'économie de la région, elle représente à peu près 6% du PIB de l'Afrique subsaharienne sans l'Afrique du Sud en 2019. Alors 6% de cette zone, ça peut paraître peu, mais c'est un PIB qui a augmenté rapidement au cours de la dernière décennie. On est sur des taux de croissance de 4,7%, c'est-à-dire que c'est un rythme plus élevé que la croissance économique dans d'autres parties du continent. Et pour simplifier, en fait, il a fallu 15 ans pour doubler l'économie de la région. Ça a évidemment amené une augmentation de la demande énergétique. Alors, on peut également regarder comment cela s'est traduit en termes d'émissions de CO2 liées à l'énergie. Et là, on voit qu'évidemment, cette croissance économique a entraîné une hausse des émissions. Mais aujourd'hui, il faut garder en tête que cette région, elle émet 25 millions de tonnes de CO2, ce qui est à peu près la même empreinte carbone que la métropole de Paris. Donc, on est vraiment sur des taux d'émissions par habitant parmi les plus faibles du monde et une région qui contribue extrêmement peu aux émissions globales, mais comme on l'a dit, souffre déjà et souffre de plein fouet des conséquences du changement climatique. Alors ça, c'est un petit peu la photo aujourd'hui. L'intérêt du rapport, c'est d'essayer de voir quelles pourraient être les trajectoires et les futurs en 2030. Et on voit que d'après un premier scénario,
appelées STEPS, donc des politiques annoncées, eh bien, on s'attend à ce que la région, que le PIB de la région soit multiplié par un petit peu moins de 2, qu'il y ait 40 millions d'habitants supplémentaires, dont 20 millions de nouveaux citadins. Et sur la base de ces politiques annoncées, on s'attend aussi à ce que, évidemment, les émissions de CO2 augmentent. Mais un sujet qu'on a voulu regarder en priorité, c'est celui de l'accès à l'énergie. Et donc, dans ce scénario, à la fin de la décennie, on a encore 80 millions de personnes sans accès à l'électricité et 120 millions de personnes sans accès à la cuisson propre. Alors, on a développé un autre scénario qui, lui, ne cherche plus à... Donc, le scénario STEP, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde quelles sont les politiques en place actuellement, quelles sont les mesures qui ont été prises, quelles sont les décisions politiques, les technologies, les choix d'investissement. Et voilà, vous voyez le résultat d'ici 2030 si cette trajectoire est suivie. Mais on a développé un scénario qu'on a appelé Africa Case, qui est noté assez dans cette présentation, où là, en fait, ce qu'on a souhaité, c'est atteindre un accès universel à l'électricité et à la cuisson propre d'ici 2030, avoir davantage de croissance économique. Et là-dessus, on s'est appuyé sur les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de l'Union africaine et de l'agenda 2063 pour une croissance économique inclusive, dynamique. Et donc, on voit que dans ce scénario, le PIB entre aujourd'hui et 2030 fait plus que doubler, qu'on a un accès universel à l'énergie, mais qu'il n'y a presque pas plus d'émissions de CO2. Et puis surtout, ce niveau d'émissions autour de 50 millions de tonnes, il reste extrêmement faible à l'échelle du monde. Ça représente 0,15% des émissions actuelles globales. Donc là, on voit qu'il existe un chemin pour que cette région se développe énormément d'un point de vue économique, d'un point de vue énergétique, mais tout en contrôlant la trajectoire des émissions. Et je vais détailler un petit peu quelles sont les implications et comment cela se traduit dans le système énergétique. Alors justement, si on regarde un petit peu à quoi ressemble la région en termes d'énergie, on peut dire, pour simplifier, c'est que le Sahel est une région riche en ressources, mais encore pauvre et peu développée énergétiquement. Pourquoi je dis ça? Puisque en 2019, la demande en énergie primaire, elle s'élève, vous voyez, à autour de 23 millions de tonnes équivalent pétrole, soit à peu près un peu moins de 1 hexajoule. Et ce niveau de demande énergétique, c'est l'équivalent d'un État américain, donc des États-Unis, qui est le Nebraska, où il y a pourtant 50 fois moins de population. Donc on a une demande énergétique par tête, par capita, qui est vraiment très très faible, même si, et vous pouvez le voir sur ce graphique, elle a augmenté et elle a doublé au cours des 15 dernières années. Mais si on regarde certains indicateurs, on voit que la région souffre encore d'un développement limité, notamment en termes d'infrastructures. Dans le secteur de l'électricité, par exemple, on a 35 watts de capacité installée par habitant, et ça, c'est un tiers de la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Quand on regarde la consommation d'énergie par habitant, on est à 0,2 tonnes équivalent pétrole, et ça, c'est la moitié de la valeur moyenne de l'Afrique subsaharienne. Par ailleurs, le mix énergétique, comme vous le voyez, il est vraiment largement dominé par l'utilisation traditionnelle de la biomasse, et le reste est satisfait par le pétrole, que ce soit évidemment pour le transport, mais aussi pour l'électricité. Et cette électricité qui vient en grande partie du pétrole, ça veut dire qu'elle a un prix qui est extrêmement élevé. Et on va revenir sur les questions de mix électrique, mais donc ça pose des limites aussi au développement économique de la région. Alors, il faut tout de même signaler que les technologies propres et modernes d'énergie renouvelable sont en hausse, notamment dans le secteur de l'électricité. Vous voyez peut-être sur la droite de la barre de 2019 un petit peu de jaune de bleu. Ça correspond en fait à la part de l'hydroélectricité, du solaire photovoltaïque dans la région, qui a extrêmement augmenté. On va y revenir. Alors, ça, c'est la photo aujourd'hui. Où est-ce que les politiques actuelles peuvent nous mener?
D'ici 2030, on s'attend à ce que la demande en énergie augmente. On l'a vu, il y a 40 millions de personnes en plus, on a un PIB qui augmente de 90%, et donc on s'attend à ce que la demande en énergie augmente de près de 50%. Cette croissance, donc, elle est stimulée par la population, par les besoins du secteur résidentiel, des besoins pour la cuisson, pour les transports. Mais ce qu'on voit, c'est que le mix énergétique ne change pas dramatiquement. Il y a un peu plus de gaz, un peu plus de renouvelables modernes pour l'électricité, mais la bioénergie et le pétrole continuent à satisfaire 90% de la demande. Le secteur de l'électricité, lui, se développe et il se développe plus vite que la population, donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la capacité installée par habitant, donc qui est à 35 watts par habitant aujourd'hui, passerait à 75 watts par habitant. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour fournir de l'électricité à tous, comme on l'a vu, puisqu'il y aura encore 80 millions de personnes sans accès en 2030. Le scénario Africa Case, lui, dessine un avenir qui est différent, où avec seulement 25% d'énergie en plus qu'aujourd'hui, on a cette économie qui fait plus que doubler, on a cet accès universel à l'électricité et à la cuisson propre. Et en fait, vous voyez, le mix, il se diversifie davantage. On voit le gaz qui prend une part plus importante dans le secteur de l'électricité en complément des renouvelables modernes mais variables comme le solaire ou l'éolien. On voit aussi que la part du pétrole est moins élevée que dans le scénario STEPS. Et donc, on voit un profil et un mix énergétique qui est plus moderne et plus efficace, puisque dans tous les secteurs, on voit que l'efficacité énergétique a un rôle. On va y revenir. Alors là, je vous propose de regarder un petit peu les 3 indicateurs de l'ODD numéro 7, donc l'objectif de développement durable sur l'énergie. Et on va commencer par l'accès universel à l'électricité et à la cuisson. Aujourd'hui, on a donc à peu près un taux d'électrification dans la région qui est à 1/3, avec des disparités très fortes d'un pays à l'autre. Évidemment, le Sénégal est au-delà de 70%, alors qu'au Niger ou au Tchad, les taux sont plus faibles. On a aussi des disparités très fortes entre zones urbaines et zones rurales. Et au cours des dernières années, on a eu des progrès très significatifs. Vous pouvez le voir, notamment dans l'électricité. Pardon, je précise, l'électricité, ce sont les graphiques en bleu et la cuisson, c'est en orange. J'y reviendrai plus tard. Et donc, sur l'électricité, la région qui a commencé d'un niveau assez bas a progressé et chaque année, il y avait 1 million de personnes qui gagnaient accès à l'électricité. Au Mali, il y a eu des progrès d'électrification vraiment importants. En Mauritanie, on est également à des taux de plus de 50% à l'échelle globale. Donc, c'est évidemment beaucoup plus élevé en zone urbaine et souvent plus faible en zone rurale. Il demeure des défis évidemment, l'électrification des centres de santé, la capacité des entreprises, des sociétés nationales d'électricité à recouvrir leurs coûts, à assurer un service toujours fiable. Mais quand on regarde la situation de la région, elle a certes progressé, mais on a un taux d'électrification de 32%, alors qu'en Afrique subsaharienne, la moyenne est à 50%. Pour la cuisson, vous voyez, ce sont les barres en orange. La part de la population qui a accès à la cuisson est de 10%, et donc la situation est moins bonne que pour l'électricité. Et ça, c'est le cas partout, sur le continent et dans le monde, puisqu'il y a eu très peu de progrès au cours des dernières décennies. Les politiques qui ont été mises en place, par exemple en Mauritanie avec la distribution de GPL, ont été vertueuses, mais la croissance démographique avale un petit peu les progrès des politiques. Donc, on a des taux qui se maintiennent, qui ne s'améliorent pas sur l'accès à la cuisson. Et évidemment, on connaît toutes les conséquences
dramatique du fait de cuisiner avec des foyers 3 pierres, avec du charbon de bois dans des systèmes non améliorés, des conséquences dramatiques pour l'environnement, pour le climat, pour la santé et notamment pour les femmes et les enfants. Alors, où est-ce que les politiques actuelles nous mènent? D'après nos analyses, pardon, d'après nos analyses, donc la barre bleue pleine correspond au nombre de personnes qui ont accès et ce qui est assuré, ce sont le nombre de personnes qui n'ont pas accès. Donc on voit qu'en 2030, comme je vous le disais, il y aurait toujours 80 millions de personnes sans électricité et 120 millions de personnes sans système de cuisson propre. Mais ça, c'est les politiques telles qu'elles sont actuelles et il y a évidemment des solutions pour faire que ce futur soit différent. Et là-dessus, nous, on s'est appuyé sur des outils d'analyse géospatiaux. En fait, on a regardé où est-ce que la population est localisée, à quelle distance la population se trouve du réseau électrique existant, des routes, des infrastructures. Et de là, on a essayé d'estimer quelle serait la solution la plus économique pour apporter l'électricité à tous. Dans un peu moins de 50% des cas, il s'agit d'étendre le réseau national ou de le densifier, mais dans la majorité des cas, ce sont plutôt des solutions hors réseau qui vont être les plus économiques et les plus rapides, avec des mini-réseaux et des systèmes autonomes comme des kits solaires domestiques. Les kits solaires domestiques, ce sont les points bleus. Vous voyez par exemple au Burkina Faso que ça pourrait avoir un rôle très important. Alors ça, c'est une modélisation des solutions au moindre coût. Cela étant, ces solutions, elles ont quand même un coût très important et on y reviendra. Il faudrait des investissements significatifs pour atteindre cet accès universel à l'électricité. Pour l'accès à la cuisson, c'est un petit peu la même logique. Il n'y a pas une seule technologie ou une seule solution qui conviendrait partout et à tout le monde. Il y a une combinaison de solutions. On estime que d'ici à 2030, il faudrait que 2 millions de foyers de cuisson propres et améliorés soient distribués chaque année. Il faudrait également que des programmes de biodigesteurs, de biogaz passent à l'échelle. Et en zone urbaine, il faudrait que le GPL et l'électricité soient très largement distribués. Et pour cela, les gouvernements ont vraiment un rôle clé et les politiques peuvent être au cœur de cette transformation en soutenant la construction des infrastructures. Alors, évidemment, infrastructures électriques, mais aussi des infrastructures du GPL, par exemple, de distribution, de remplissage, de gestion de ce fuel. Également des programmes pour distribuer des équipements, que ce soit des kits solaires domestiques ou bien des foyers de cuisson améliorés. Et quand on regarde en particulier les zones où vivent des populations très vulnérables qui sont soumises à des violences, des populations qui peuvent être mobiles, réfugiées ou déplacées, là, on a trouvé dans le rapport beaucoup de bonnes pratiques et de projets très intéressants, notamment autour de comment développer l'accès à l'énergie dans des camps de réfugiés pour les communautés environnantes et comment créer des choses qui soient inscrites dans la durée. Il y a beaucoup d'expériences de camps de réfugiés en Jordanie, par exemple, ou au Kenya, qu'on a présenté dans le rapport. Et là, le point clé, en fait, c'est que les gouvernements maintiennent une action dans la durée, puisque pour éviter que des personnes qui passent d'un combustible comme le bois ou le charbon de bois à un combustible comme le GPL, pour éviter qu'elles abandonnent et qu'elles repassent au combustible de base, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de rupture d'approvisionnement, qu'il y a un soutien qui est maintenu dans la durée. Alors donc, on a discuté là la première cible de l'ODD 7 sur l'accès, et je voudrais qu'on prenne un instant maintenant pour discuter de la part des renouvelables dans le mix et notamment dans la production d'électricité. Alors, la production d'électricité dans cette région du Sahel, elle a doublé au cours des 10 dernières années. Donc, on est à un peu plus de 10 TWh d'électricité produite. Le Sénégal est le plus gros système électrique de la région. Et quand on regarde les combustibles qui génèrent cette électricité, ce qu'on voit, c'est que c'est très largement
du pétrole, ce que vous voyez en rouge, et notamment c'est du pétrole sous la forme de fioul lourd. Donc c'est le pétrole, on va dire, d'une qualité la moins bonne et qui est le plus émetteur aussi et générateur d'émissions et de pollution, qui est source de génération électrique en majorité dans la région. Mais on a aussi 20% du mix électrique actuel qui provient des renouvelables, avec là à nouveau des fortes disparités par pays. Le Mali est un champion de l'hydroélectricité, puisque l'hydroélectricité, ça représente 40% de l'électricité malienne, et les barrages du Mali sont également partagés avec les voisins. Il y a donc, sous un système de gouvernance, notamment autour du fleuve Sénégal, des solutions et de l'électricité qui est produite au Mali et qui va bénéficier au Sénégal ou à la Mauritanie, par exemple. Quand on regarde l'éolien, il y a eu des développements très forts en Mauritanie ces dernières années, mais également au Sénégal avec une centrale de 160 MW qui a été inaugurée il y a quelques années, qui, sauf erreur de ma part, est la plus grande pour l'instant de la région d'Afrique de l'Ouest. Et quand on regarde le solaire photovoltaïque, en fait, la génération de solaire photovoltaïque a doublé chaque année depuis 2015. Donc, c'est vraiment un progrès très, très rapide. Et on voit des centrales solaires dans tous les pays de la région. Alors, d'ici à 2030 et dans les politiques actuelles annoncées, on s'attend à ce que la production d'électricité, elle soit multipliée par 3. Et à nouveau, on voit une diversification des sources. Il y aurait 7 gigawatts de capacité installée additionnelle. Le pétrole resterait central, mais on a aussi une place plus importante pour le charbon, parce qu'il y a un projet en construction au Niger. Donc ça dégrade l'intensité carbone du mix électrique, mais ça permet au Niger d'utiliser les ressources nationales de charbon. Mais ce qu'on voit aussi, et là c'est une excellente nouvelle, puisque c'est très économique et c'est très bon pour les émissions, c'est que la part des renouvelables passe à un peu plus de 40%. Donc on voit la barre jaune qui est le solaire, qui vraiment grossit énormément d'ici 2030. Et c'est le cas dans tous les pays, y compris au Niger, qui a rejoint l'initiative de la SFI Scaling Solar. Donc ça, c'est le scénario STEPS. Dans notre scénario Africa Case, où on a davantage de croissance économique et on a l'accès universel, notamment à l'électricité, eh bien, ce qui est nécessaire, c'est une multiplication par 5 de la génération électrique, où là, on a plus 24, on a plus de 20 gigawatts de capacité qui sont ajoutés. On a une part importante des renouvelables modernes. Donc, vous voyez, il y a 20 TWh supplémentaires qui proviennent du solaire, de l'éolien et de l'hydroélectricité. Et notamment, quand on regarde le solaire, on s'attendrait à avoir une capacité installée dans la région de 8 gigawatts. Alors, 8 gigawatts, ça peut paraître considérable. Il faut avoir en tête que 8 gigawatts, c'est moins que la capacité installée solaire aujourd'hui aux Pays-Bas. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les Pays-Bas, c'est à la fois un territoire qui est beaucoup plus petit et beaucoup moins ensoleillé que n'est le Sahel. Pourtant, aujourd'hui, il a une capacité autour de 10 gigawatts installés de solaire. Donc, la voie pour développer le solaire semble ambitieuse, mais elle est tout à fait réaliste pour la région Sahel. Vous observez également la part du gaz en violet qui absorbe en fait qui va de pair avec le développement des renouvelables variables, alors que pour le charbon, une part est maintenue, puisque dans ce scénario, on a maintenu les capacités, mais elles fonctionnent avec des facteurs de capacité plus faibles. Alors, combien cela coûterait de développer les systèmes électriques de cette manière? Si on regarde juste les capacités installées, et non pas les réseaux, ça impliquerait un investissement de 3 milliards de dollars par an dans le scénario Africa Case. C'est 2 fois plus que dans le scénario STEPS. Donc, par rapport à ce qui est déjà prévu, on estime qu'il faut juste doubler l'investissement. Et ça peut paraître beaucoup, mais c'est relativement faible quand on regarde les investissements dans le secteur de l'électricité
à l'échelle du monde. Et les recommandations qu'on a essayé de détailler dans le rapport sur cette question ont trait au fait d'augmenter les investissements dans la génération, mais aussi dans les réseaux, dans la transmission, dans la distribution d'électricité, et de poursuivre les efforts qui ont été réalisés d'intégration régionale avec le power pool de la région et avec des interconnexions fortes entre les différents pays. Alors, on a parlé de l'ODD 7.1 d'accès, l'ODD 7.2 sur les renouvelables. On va maintenant discuter de l'efficacité énergétique et donc l'ODD 7.3. On a coutume de dire à l'AIE que l'efficacité énergétique, c'est une ressource que tous les pays ont. Tout le monde n'a pas de pétrole, tout le monde n'a pas un grand potentiel solaire, mais tout le monde a à sa portée des mesures d'efficacité énergétique pour réduire en fait l'intensité énergétique. Et souvent, c'est comme ça qu'on analyse ce sujet, c'est en regardant l'intensité énergétique du PIB, c'est-à-dire quelle est la part de l'énergie dans le PIB. Et l'objectif, et en tout cas l'indicateur quantitatif que l'on suit, c'est est-ce qu'on arrive à améliorer cette intensité énergétique, c'est-à-dire à avoir plus de PIB, plus de croissance avec moins d'énergie. Et donc là, ce qu'on observe quand on regarde la région, c'est que chaque année, l'intensité énergétique a fait des progrès, mais relativement faibles. On est sur moins de 1% d'amélioration annuelle. Alors certes, l'intensité énergétique, elle est assez faible, ce qui est une bonne nouvelle. Il y a là-dessus, on parle d'un niveau qui est bon, mais les progrès sont plus faibles, notamment 3 fois plus faibles que dans le reste de l'Afrique subsaharienne. Comment les choses seraient amenées à évoluer dans le scénario STEPS d'ici à 2030 ? Eh ben, on aurait des progrès importants de l'intensité énergétique de l'ordre de 2% par an. Ça veut dire, mais dans le scénario Africa Case, là, on a besoin de développer davantage toutes les mesures d'efficacité énergétique. Et en fait, ça permet en 2030 d'utiliser 15% d'énergie de moins que dans le scénario STEPS pour une économie qui est 15% plus grande. Donc, c'est un investissement qui est vraiment très rentable. Et la question, c'est est-ce que c'est faisable de passer de ces niveaux où l'efficacité, où l'intensité énergétique s'améliorer de moins de 1% par an à un niveau de 4% d'amélioration annuelle? Eh bien, quand on regarde ce qu'ont fait d'autres régions qui se sont modernisées rapidement, comme l'Inde et la Chine, on voit que cet ordre de grandeur est tout à fait atteignable si les politiques en place sont bien adoptées. Et quand on parle d'efficacité énergétique, il faut bien penser que les mesures peuvent s'appliquer à tous les secteurs. Ça peut évidemment être dans le secteur résidentiel sur la cuisson. Aujourd'hui, quand une personne cuisine avec un foyer 3 pierres ou avec un foyer de cuisson, un équipement de base avec du charbon de bois, les niveaux d'efficacité sont très faibles. Quand on passe à un foyer amélioré, on peut gagner au moins 10% d'efficacité. Quand on passe au GPL, on gagne tout de suite plus de 30% d'efficacité. Donc, il y a des mesures qui permettent d'améliorer l'efficacité. Si on regarde dans le secteur résidentiel toujours la consommation d'électricité pour l'éclairage, eh bien là, il y a évidemment l'adoption de lampes très efficaces comme les LED. Et il y a des exemples ailleurs dans le monde, on parle souvent de l'Inde, où des grandes campagnes de distribution d'équipements en LED, notamment dans les équipements publics, ont permis d'accélérer l'adoption de ces produits efficaces et donc de réduire la consommation d'électricité et la facture. Là, je vous propose qu'on regarde un petit peu le secteur du transport, puisque c'est un déterminant important de la demande en énergie de la région. Alors aujourd'hui, la consommation d'énergie dans le secteur du transport, c'est principalement évidemment des produits pétroliers, de l'essence ou du diesel. Et entre aujourd'hui et 2030, dans le scénario STEPS, on s'attend à ce qu'elle augmente de près de 50%. Aujourd'hui, on a 1 million de véhicules, de voitures personnelles sur cette région Sahel. Ce nombre devrait augmenter à 3 millions
d'ici 2030. Et donc, ça fait plus de 2 millions de tonnes équivalent pétrole consommées chaque année dans ce scénario. Mais si on regarde un petit peu notre scénario Africa Case, où là, on a à la fois plus d'activité et plus d'efficacité, ça veut dire que plus d'activité, eh bien oui, on a prévu dans ce scénario davantage de croissance économique, donc il y aurait davantage de besoins de mobilité et de transport. Et il y aurait 500 000 voitures en plus sur les routes au Sahel d'ici 2030. Donc ça devrait tirer vers le haut la demande en énergie. Cela étant, on prévoit aussi des progrès d'efficacité et d'une part d'électrification, notamment des véhicules à 2 roues. Et donc ça permet de limiter la croissance de la consommation en carburant. Concrètement, les mesures, ce sont des mesures du fait de mettre en place ou faire respecter des standards pour que les véhicules de seconde main importés soient économes en énergie ou répondent à un certain niveau, pour que le parc en moyenne ait des niveaux de performance et de consommation qui répondent à certains standards. Mais cette illustration de comment on peut à la fois avoir davantage d'activité, mais réduire la croissance de la demande par des mesures d'efficacité, elle s'applique au secteur des transports, elle s'applique dans les autres, et le rapport détaille les différents secteurs et présente des mesures. Alors maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de l'approvisionnement en énergie. On a beaucoup parlé de la demande et des sujets de l'accès, mais quand on regarde les systèmes énergétiques, c'est aussi important de comprendre côté approvisionnement et offre, notamment puisqu'on est dans une région où il y a eu des récentes découvertes importantes d'hydrocarbures, mais également on a des pays, notamment le Tchad, qui sont des producteurs historiques d'hydrocarbures depuis le début du siècle. Alors là, vous voyez la production de pétrole en Afrique de l'Ouest. J'ai isolé le Nigeria, qui est un poids lourd, comme on sait. Et donc, on voit que le Tchad a été un producteur important, même si avec des niveaux de production qui ont évolué. On a également le Niger, qui a une production assez régulière de pétrole. La Mauritanie, on a eu au début de la dernière décennie. La grande tendance et la grande nouveauté pour la décennie qui vient, c'est la montée en puissance du Sénégal comme producteur de pétrole. Là, on parle que du pétrole, mais vous savez certainement que pour le gaz aussi, il y a eu beaucoup de découvertes, notamment offshore, partagées entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc, on s'attend aussi à ce que ces pays puissent augmenter leur production de gaz dans les prochaines années. Pour le gaz, c'est le gisement de Grand Tortue à Meyim, qui devrait apporter plus de 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an, alors que pour le pétrole, au Sénégal, il y a notamment le gisement Sangomar, qui lui produirait 75 à 100 000 barils par jour dès 2024. Et c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Donc, on a aussi, pour revenir sur le Niger, il y a un pipeline en construction vers le Bénin, il me semble, donc des perspectives, je pense, d'exportation, mais aussi peut-être de commerce avec le Bénin. Je vous laisse nous confirmer cela parce que je n'ai pas toutes les informations. Et pour le Sénégal, eh bien, le gaz, il va servir à l'exportation, mais aussi il va également servir au marché intérieur et notamment à la production d'électricité. Je vous disais que le mix électrique aujourd'hui reposait beaucoup sur le pétrole. Eh bien, il y a beaucoup de projets pour que les centrales à pétrole soient transformées et converties en centrales à gaz à cycle combiné, donc avec des niveaux d'efficacité meilleurs et évidemment moins d'émissions de CO2 aussi, puisque le gaz est moins émetteur que le pétrole. Alors, nous, à l'AIE, on fait beaucoup d'analyses sur les évolutions au niveau global de l'offre et la demande en pétrole et en gaz. Vous entendez peut-être ces derniers jours qu'il y a beaucoup de hausse des prix, notamment du gaz, du charbon dans le monde. Les questions d'offre, de demande, de sécurité énergétique sont vraiment au cœur de l'expertise de l'AIE. C'est un petit peu par ça qu'on a été créé. Et donc, ce qu'on observe dans nos scénarios, enfin, ce à quoi on s'attend, c'est que la demande en pétrole, à terme, devrait plafonner et diminuer. Et si le monde tient, si les différents acteurs
tiennent les engagements de réduire les émissions de CO2 pour limiter le réchauffement climatique, il va falloir assez rapidement que cette demande en pétrole, elle diminue drastiquement. Mais à court terme, on pense qu'il y a la demande, il y a la demande pour absorber cette offre qui viendrait du Sénégal, de la Mauritanie et des autres pays. Mais ce sur quoi on alerte beaucoup les gouvernements, ce sont les risques associés. Il y a plusieurs types de risques. Celui de miser son développement économique uniquement sur l'exportation de ressources. Alors c'est vrai quand on repose beaucoup sur des ressources minières ou sur des ressources agricoles, il y a toujours des risques au fait de ne pas assez diversifier son économie ou de gérer les recettes d'exportation d'une façon qui ne soit pas durable ou pas transparente. Mais dans le cas du pétrole et du gaz, il y a vraiment une question de volatilité des prix et de concurrence entre les différents producteurs qui s'est renforcée ces dernières années. Donc, la capacité à attirer des investissements et à avoir de manière durable des revenus stables des ressources d'hydrocarbures est de plus en plus remise en question. Donc, il faut en fait une gestion éclairée et prudente de ces ressources. Un autre point qu'on a souhaité étudier dans le rapport, c'est est-ce qu'il y a d'autres ressources dans la région Sahel qui pourraient être intéressantes pour les marchés internationaux. Et on s'est penché sur le cas des minerais et des métaux. Alors, vous savez certainement que la région est très riche en or. C'est également le cas au Sahel et dans d'autres pays de la région. Mais elle est aussi riche en minerais qui vont, eux, être de plus en plus au cœur des systèmes énergétiques propres, des technologies, notamment d'énergie renouvelable. Il y a du zinc, par exemple, au Burkina Faso, et le zinc va être de plus en plus demandé parce qu'on l'utilise pour les éoliennes et pour les systèmes de turbines. Il y a du titanium au Sénégal, qui, je crois, représente 7% de la production globale. Il y a du manganèse également. Et ça, ce sont des matériaux, des minerais qui sont de plus en plus demandés pour les batteries ou les systèmes électriques. Et il y a un autre minerai sur lequel on s'est penché plus en détail, qui est celui de cuivre, où là, la production a augmenté régulièrement au cours des dernières années. Et dans nos scénarios où on s'attend à voir une décarbonation des systèmes énergétiques et davantage d'électricité d'origine renouvelable, on devrait avoir davantage de besoins en cuivre. Et un pays comme la Mauritanie, qui contribue significativement à cette production, pourrait avoir des opportunités de recettes durables par l'exportation et le développement de ces ressources. Voilà, le dernier point que je voudrais rapidement commenter avant de prendre les questions que vous aurez, c'est celui des investissements, puisque on a vraiment souhaité documenter quels étaient les besoins, l'état des lieux des investissements en Afrique en général et au Sahel en particulier. Et ce dont on est très très conscient, c'est que il va falloir de nouvelles promesses et de nouveaux engagements internationaux pour financer la lutte contre le changement climatique si on veut accélérer la transition énergétique en Afrique. Et un point très clair aussi, c'est que la communauté internationale n'a pas été à la hauteur de ses promesses sur les 100 milliards pour l'instant, mais de toute façon, ces 100 milliards ne seront pas suffisants. Les transitions énergétiques vont nécessiter davantage. Et quand on pense quand on réfléchit à où est-ce que cet argent doit aller, nous, on insiste beaucoup à l'AIE sur le fait que les infrastructures doivent être au cœur des investissements, notamment les infrastructures en électricité, de distribution, de transmission. Et donc ça, ce sera nécessaire si on veut vraiment alimenter une croissance économique dans la région, développer l'industrie, développer les communautés rurales, le cas échéant, fournir une électricité propre pour les activités comme les activités minières, etc. etc. Et comment est-ce qu'on attire, qu'on obtient davantage d'investissements? Eh bien, tous les acteurs doivent être impliqués. Du point de vue des gouvernements, il y a évidemment des choses à mettre en place pour dérisquer les investissements, pour former les populations, pour soutenir des industries qui sont naissantes, envoyer des signaux politiques
très claires, et notamment de plus en plus, on peut, en plaçant les objectifs de développement durable au cœur des politiques énergétiques, cela permet d'avoir recours à des financements qui sont labellisés finance ou d'autres types d'outils internationaux. Et enfin, les politiques, en fait, ce qu'on observe, c'est que les politiques qui sont requises pour attirer ces investissements et les politiques qu'on décrit dans ce rapport, eh bien, elles ont évidemment pour premier effet d'accélérer la transition énergétique, mais elles permettent aussi au gouvernement et aux leaders politiques d'atteindre d'autres de leurs objectifs. Fournir des emplois locaux pour une population qui est grandissante et qui est de plus en plus jeune, développer une main-d'œuvre qualifiée avec notamment des activités de plus en plus locales, de transformation, de production, de gestion des réseaux, lutter contre les inégalités et aussi, et c'est un point très crucial, réduire la vulnérabilité de la région au changement climatique. On a vu un nombre d'inondations très importantes dans la région au cours des dernières années, de même que des vagues de chaleur ou des périodes de sécheresse prolongées qui mettent vraiment à mal les communautés en général. Voilà, alors je m'arrête là et je souhaiterais vraiment prendre toutes vos questions et aussi donner la parole si on a dans l'assistance des personnes qui proviennent de l'un de ces 6 pays. Je serais ravi aussi de vous entendre, que vous puissiez répondre à des questions ou bien partager vos réactions sur le rapport. Alors d'abord, je voudrais remercier Monsieur Samuel Dotou qui nous précise qu'effectivement, il y a un projet en cours euh, d'oléoduc entre le Niger et le Bénin. Voilà, je serais intéressé de savoir si l'objectif est uniquement de l'exportation à partir des côtes béninoises ou également de la consommation ou de la transformation du brut au Bénin. Je ne sais pas s'il y a des capacités de raffinage, mais voilà, n'hésitez pas à nous en dire plus, ce serait très intéressant. Une première question qui est posée par Clément Akouedenougé. Merci beaucoup pour cette question et cette remarque. Je vous la lis. L'accès à l'énergie et notamment l'accès universel à l'électricité revient constamment dans nos conversations. Est-ce qu'on a une définition universelle? Au sud du Sahara, on a le problème de toiles d'araignée. Il y a aussi les kits solaires PV. Qu'est-ce qu'on compte dans l'accès universel? Comment on calcule le taux d'accès à l'électricité? Alors, c'est une excellente question. On avait fait une session dédiée à ce sujet, mais effectivement, et donc vous pouvez revoir le webinaire qui dure à peu près 1 heure et demie sur ce sujet qui détaille un petit peu ces questions. Alors, il existe des définitions, oui, sur qu'est-ce qu'on peut comptabiliser dans l'accès à l'électricité ou pas. Nous, à l'AIE, on a une définition d'un certain niveau de service. Donc, par exemple, une lampe solaire portable avec un petit panneau solaire de moins de 0,5 watts, c'est évidemment une solution intéressante puisqu'elle peut remplacer peut-être une lampe à pile ou une lampe à pétrole ou une bougie, mais on ne considère pas ça comme une solution qui donne aux ménages l'électricité telle que définie dans l'ODD numéro 7. Donc il y a un certain niveau de service qui est requis. En revanche, on peut considérer qu'un ménage a l'accès à l'électricité, soit parce qu'il est connecté au réseau, soit parce qu'il est connecté à un mini-réseau local, soit parce qu'il a un kit solaire domestique de taille suffisante pour alimenter plusieurs points lumineux, des petits équipements comme une radio, recharger des téléphones portables, potentiellement alimenter aussi des équipements plus importants comme un téléviseur ou un ventilateur, et permettre un petit peu à un ménage de grimper sur l'échelle de l'énergie. Après, vous avez tout à fait raison sur je pense, le problème des... je crois que
par toile d'araignée, ça se réfère peut-être aux câbles qui sont connectés directement au poteau, mais je vous laisse peut-être me préciser ça. Selon les régions, les kits solaires ont une part plus ou moins importante. Il y a une industrie qui s'est développée très rapidement en Afrique de l'Est, notamment au Kenya, où avec des systèmes de paiement par téléphone portable, par l'équivalent d'Orange Money, on peut acquérir un système très important en payant au jour le jour et donc avoir une électricité à domicile de bonne qualité et un nombre d'équipements qui sont installés de cette manière. Ça se développe un peu partout et je pense aussi certainement dans l'ensemble des pays où vous travaillez. Mais voilà, l'ensemble de ces technologies contribuent à l'accès à l'électricité. Et nous, on pense que la façon la plus rapide, la plus efficace, la plus économe de fournir l'électricité à tout le monde d'ici 2030, c'est d'utiliser la bonne technologie au bon endroit. D'accord, alors je lis quelques réponses sur le projet Bénin-Niger, qui, donc, de ce que je comprends, concerne l'exportation pour accéder au marché international. Donc, merci pour ces informations. Alors, j'ai une question sur quels sont les indicateurs pour différencier le scénario STEPS et Africa Case. Je vais essayer de revenir à la première slide pour vous montrer cela. Alors, en fait, dans la manière dont on travaille la modélisation, voilà, vous devriez à nouveau voir mon écran. Comment est-ce qu'on réalise ces exercices? Le scénario, voilà, je pense que vous voyez mon écran. On a un scénario qui est le scénario STEPS, que dans d'autres domaines, on peut appeler business as usual, donc les tendances actuelles, les politiques en place. Et donc, on voit avec ce que les gouvernements ont annoncé, avec les mesures qui sont attendues, comment les choses peuvent évoluer. Et on a un deuxième scénario, l'Africa Case, qui est construit différemment, où là, plutôt que de dire regardons entre aujourd'hui et 2030 comment les choses vont évoluer, on dit on se fixe comme objectif en 2030 d'avoir atteint un certain nombre de niveaux. Donc, on veut une croissance économique qui est plus élevée, on veut un accès à l'électricité qui est universel, on veut 100% de la population qui cuisine avec des solutions propres. Et pour arriver à cet objectif final, donc on va traduire dans le système énergétique. Si on veut que tout le monde ait accès à l'électricité, si on veut il faut davantage de capacité de production et de transmission. Donc on va tenir compte de cela. Il y aura davantage de consommation de GPL, par exemple. Si on veut une croissance économique plus importante, eh bien, on s'attend à ce que l'industrie soit plus développée, qu'il y ait davantage d'activités de transport. Et tout ça, ça va créer davantage de demandes en énergie. Après, on va regarder comment on met en place plus d'efficacité énergétique. Mais donc, on part un petit peu de l'objectif final et ensuite, on redescend pour savoir quelle est la trajectoire entre aujourd'hui et 2030. Voilà, j'espère que ça répond à votre question sur les scénarios. Mais donc, en synthèse, ce qui est intéressant, c'est, je pense, le message suivant, à savoir, si on suit la trajectoire actuelle, bien, il n'y aura pas de grands changements dans la manière dont l'énergie est consommée ou produite dans la région. En revanche, si on prend le scénario Africa Case, là, avec relativement peu d'énergie supplémentaire, on a plus de croissance économique, on a l'accès universel à l'électricité et à la cuisson propre, parce qu'on a un système énergétique qui est plus diversifié, plus moderne et plus efficace. J'espère que ça répond également à la question de Soumaïla Goro sur la méthodologie et l'outil utilisé pour la modélisation. Pour détailler un tout petit peu plus, on est parti de la situation actuelle en 2019 du système énergétique et de la situation passée, comment il a évolué au cours des années précédentes. Dans le scénario STEPS, on regarde les politiques qui sont annoncées, par exemple le projet de construction
et de mise en service de cette centrale à charbon au Niger, d'autres centrales dans d'autres pays. Et donc, on voit un petit peu comment les choses seraient amenées à évoluer en fonction des politiques annoncées. En revanche, pour le scénario Africa Case, comme je l'ai expliqué, on fixe l'objectif et on en déduit la trajectoire. À l'AIE, on fait beaucoup de modélisation sur l'ensemble du secteur énergétique en regardant vraiment sous-secteur par sous-secteur, c'est-à-dire comment la production en ciment va évoluer, comment les besoins de refroidissement et donc d'avoir des climatiseurs et des ventilateurs évoluent dans le secteur des services. Donc, on va regarder tout ça en détail. Là, pour cet exercice, on s'est appuyé sur un partenaire qui a un outil un petit peu simplifié de modélisation dont je pourrais partager plus de détails. Alors, je veux juste regarder s'il y a des personnes qui ont levé la main, parce que c'est toujours très intéressant d'avoir des échanges oraux aussi. Alors, je vois Manix Bofunga, je vous donne la parole. Oui, Manix, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Alors, pendant ce temps-là, je regarde les autres questions. Alors, oui, Monsieur Bofunga, si vous pouvez essayer de continuer à parler, je vais répondre à d'autres questions pendant ce temps-là. Une question toujours de Clément Bill à Kouedenoudjé. Quelles sont les sources et les mécanismes de financement prévus dans les scénarios? Alors, la manière dont on travaille, c'est que on voit comment les systèmes énergétiques évoluent d'ici à 2030. Oui, Monsieur Bofunga, allez, on vous entend. Allez-y. Ouais, merci pour la parole. En fait, ma préoccupation était de savoir quelles sont les politiques mises en place par les pays des Sahel, en dépit du fait que les 100 milliards de dollars que nous entendons pour le pays qui pollue la nature, s'ils n'arrivent pas à financer, et quelles sont leurs propres politiques mises en place. Et deuxième sous-question, c'était pourquoi vous aviez associé le 6 pays des Sahel et sans pour autant ajouter les autres qui, entre autres, comme nous citions ici, les Bénin et les autres, vous aviez jeté des seulement à 6 pays. Et quelle est leur particularité? Parce que le pays tel que le Sénégal n'a pas une déficit énergétique en comparant par les Tchad et les consorts. Qu'est-ce qui vous a poussé un peu à faire ça? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bofunga. Je commence par la deuxième question. Pourquoi s'être penché sur ces 6 pays? C'est une très bonne question. On s'est beaucoup demandé sur quelle région faire l'analyse. Il y a évidemment des ensembles existants, l'UEMOA, la CEDEAO, qui est un ensemble beaucoup plus grand. Alors, on a dû faire des choix. Et par ailleurs, c'est aussi une étude qui avait été réalisée en partenariat ou avec un financement des Pays-Bas. Et donc, ils avaient aussi leur vue sur la région. Nous, ce qu'on a souhaité faire en regroupant ces pays, c'est prendre un ensemble qui était assez homogène. Alors, vous l'avez dit, le Sénégal n'a pas le même profil que les autres pays de la région, mais le Sénégal a aussi des points communs avec d'autres régions. Et donc, il y a certaines bonnes pratiques qu'on a observées au Sénégal dont on pense qu'elles peuvent très facilement être répliquées dans d'autres pays. Inversement, le Sénégal a aussi des choses, je pense, intéressantes à prendre chez ses voisins. Mais un autre point qu'on a essayé de regarder un petit peu, c'est sur les échanges d'électricité, et notamment le cas de l'OMVS, l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui donc est partagée entre le Sénégal, la Mauritanie et le Mali, il me semble. Et donc, ça nous paraissait intéressant d'avoir le Sénégal et de pouvoir étudier en détail cet ensemble sur la question de l'hydroélectricité. Ça, c'était votre deuxième question.
J'essaye de me souvenir de la première. Est-ce que vous pouvez me rafraîchir ma mémoire une seconde? Oui, pardon, excusez-moi, c'était sur les investissements, ça me revient. Donc, les investissements dont on a parlé, on a cherché à quantifier les investissements nécessaires. Après, les gouvernements ont des politiques en place et des plans de développement des infrastructures. Il y a évidemment des plans de financement à l'échelle des pays avec des investisseurs qui sont parfois des investisseurs institutionnels du pays, de la région ou globaux. Donc, par exemple, il y a beaucoup d'initiatives portées par la Banque africaine de développement, notamment Desert to Power, pour financer un certain nombre de projets d'électricité renouvelable. On a échangé aussi avec des acteurs de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement ou d'autres qui étudient un petit peu quels sont les besoins en financement et qui essaient de voir quels instruments, eux, peuvent apporter. On n'a pas, sur la région du Sahel, on n'a pas quantifié de manière très précise quelle serait la combinaison d'instruments et de types de financement nécessaires. Ce sont des choses qu'on peut faire sur d'autres rapports, et on en a fait un qui couvre l'ensemble des pays en développement, où on a vraiment regardé comment attirer davantage de financement privé avec une combinaison de garanties, de prêts concessionnels, de dettes ou de capitaux propres ou d'assistance technique et de dons. Donc, on a vraiment regardé un peu l'ensemble du spectre de solutions, de types d'acteurs, et savoir comment tout cela pouvait permettre à un gouvernement de, à partir du moment où le cap est donné avec des politiques et des objectifs clairs, attirer les investissements qui permettent d'atteindre ces objectifs. Voilà. J'espère que ça répond partiellement à votre question. Sinon, je vous renvoie il y a un chapitre dédié aux investissements dans le rapport. Et je pense que je peux aussi faciliter des contacts avec les personnes, les représentants des gouvernements de ces pays qui pourront parler un peu plus de leur plan en place aujourd'hui sur les investissements. Et alors, je veux juste faire le lien avec un commentaire qui est partagé par Maryse de l'IFDD, donc l'Institut français du développement, l'Institut de la francophonie, pardon, pour le développement durable, qui renvoie vers des contenus que l'IFDD partage, ainsi que le Club ER, sur les mécanismes de financement, ainsi qu'une étude et un webinaire qui a été fait il y a une semaine, auquel a participé justement un de mes collègues de l'AIE qui a détaillé cette étude dont je parlais pour présenter davantage dans le détail l'articulation des financements privés avec les financements publics pour atteindre ces objectifs de développement de l'énergie. Écoutez, on a un petit peu dépassé le temps, donc je m'arrête là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les renvoyer par email. Et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour un nouveau webinaire dont on vous communiquera le programme très prochainement. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo ou récupérer le document de présentation utilisé aujourd'hui ou à lire le rapport en détail. À nouveau, il a beaucoup de données, de graphes, et il est relativement court puisqu'il fait juste un peu plus de 100 pages. Très bonne journée à vous tous. Au revoir.